et australien qui ne doit pas venir, qui a donné le pouvoir. William, c'est Didi qui a voté blanc. Donc c'est européen. Mathieu, eh ben, tu fais la belle. C'est parti. Delphine Henriet, Stéphane Coty, Marie Associée de pouvoir, M. Ferré, Jean-Michel Spence, Francis Souda, Olivier Villa, Dany Vidal, Thierry Le Gall, Clarisse Délé, et Brigitte Bourbuson de pouvoir, M. Villa. Merci Mathieu. Voilà, alors on va commencer notre séance. Ça fait une belle inauguration qui met en valeur le savoir-faire des élus débutants. Et surtout, sans dépasser le budget, ça qui est essentiel. Alors, donc, il faut qu'on fasse l'adoption du procès verbal de séance du 6 septembre. Alors, je regarde les notes. Mais c'est quand vous avez eu le temps de lire, je pense. Avez-vous des observations ou des. Je dire avant. Allez. Ah, tiens, c'est la soirée. Non. Allez. T'inquiète. Il y a une délibération qui reste incrustée, page 5, du précédent conseil municipal, le coupé-collé, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est formation pour l'accompagnement des objets de la commune sur le réseau d'activité. Page 5. C'est la 2024-040. 2024-040. Voilà, c'est pour ça municipal. D'accord. Ensuite, concernant l'arrivée de Nicolas Quentin-Souzan, moi j'ai noté que c'était après la délibération suivante. Mais c'est pas très grave puisque c'est les données de population faciale. C'est pas grave. Et puis, concernant la dénomination de l'école Simone Veil, ça nous gêne quand même beaucoup qu'on utilise le terme baptisé. Pour l'école publique et laïque, c'est dommage que les deux ne soient pas là. Et on va essayer de baptiser, parce que quand même, on regarde dans le dictionnaire, baptiser, c'est pas le fait qu'il y a un caractère religieux. Quand je baptise quelqu'un, donc quand je lui donne des obligations, baptême, voilà. Donc, on va pas se cacher de ça. Non. Même les gâteaux, hein. Même les gâteaux qu'on baptise. Bah Oui, oui. mais Voilà. sur une école publique et laïque, ça fait quand même bizarre. Un baptême civil, pareil. Mais je tenais à dire, Mais en c'est la qualité de DDEM, on défend la laïcité. Je crois que je tenais quand même Nous aussi. à le signaler. Merci. De rien. Moi, la suite à noter. Donc, si cette Voilà, avec ces trois modifications, sauf baptisé qu'on laissera, donc il n'y a pas de vote contre, des abstentions, je vous remercie. Allez, on attaque. La première modification, budget principal. Donc la première décision modificative, numéro 1, budget principal. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter des décisions modificatives numéro 1 afin de compléter les prévisions initiales du budget principal. Le budget primitif 2024 et la décision modificative numéro 1 s'équilibrent de la manière suivante. La section de fonctionnement, budget primitif, 6 765 734,34 €. Décision modificative numéro 1, 61 100,70. Budget et décision modificative, 6 826 838,04. Section d'investissement, 4 890 792,23. Décision modificative numéro 1, 143 797,08, soit budget EDM 5 034 589,31.
Un total budget primitif 11 656 529,57. Décision modificative 204 897,78, soit une DM et une décision modificative de 11 861 427,35. Donc cette décision modificative a été examinée en commission des finances le 5 novembre 2024 et n'a pas fait l'objet d'observations particulières. Ce qu'on peut dire sur cette décision modificative, il y a eu quelques ajustements qui ont été établis sur le budget de fonctionnement, donc notamment par rapport sur les charges à caractère général, où on a réajusté par rapport aux différentes réalisées sur les différents articles de l'année. Et voilà, il n'y a pas de grosses modifications, donc il y a 39 300 sur ces charges à caractère général, où c'est surtout du post-acos, un peu plus de fluide que ce qui avait été prévu. Sur les charges de personnel, il y a 68 974,04 de plus, donc ça prend en considération l'évolution qu'il y a pu y avoir sur l'année, des fois sur des points d'indice, sur des choses comme ça, et puis sur des réaffectations d'agents, et aussi sur des agents absents qui ont été remplacés, donc où ça rentre dedans, et puis on percevra le remboursement plus tard. Les atténuations de produits dessus, il y a soit taxe sur les logements vacants, 13 351. Donc ça, en fait, l'année dernière, on a voté l'instauration d'une taxe sur les logements vacants. Et en gros, ça nous a rapporté, il a été émis pour 50 000 euros de rôle en 2023. Et puis les dégrèvements qui ont été ensuite établis pour environ 13 000 euros. Donc ça veut dire qu'on a quand même une recette nette de 35 000, un peu plus de 35 000, entre 35 et 40 000 euros sur cette taxe sur les logements vacants. Sachant que la première année, on avait un taux qui était de 12,5 et qui sera de 2,25 pour l'année. Donc c'est quand même une recette non négligeable. Un virement à la section d'investissement qui diminue de 40, un peu moins de 50 000 euros, donc 49 324 000,34, donc tout le budget sera largement tenu. Donc on a prévu de la marge de manœuvre sur les autres charges, et logiquement on nous tient dans le budget, juste en termes de précision. On a souhaité faire ça bien et refaire des décisions modificatives, mais par rapport à la M57, je prends un peu avec le numéro, on n'était pas forcément obligé de refaire des décisions modificatives aussi détaillées, simplement parce que on a juste l'obligation sur le chapitre 12 sur les charges de personnel, mais sur le reste on peut faire du chapitre à chapitre quand ça reste sur des faibles pourcentages admis. Donc on va faire ça aussi et présenter ça à la commission des finances pour de la transparence. Sur l'investissement, bon, c'est du réajustement, notamment sur les recettes où on réajuste par rapport aux arrêtés qu'on a pu recevoir sur les subventions. Et puis sur les dépenses, des ajustements. Donc sur le pull track, par exemple, on a été un peu plus faible que le budget. Sur d'autres éléments, et puis on a commencé à inscrire l'opération sur le Château Robert. Donc par rapport à ce qu'on disait, on avait prévu large avant de budgéter dessus, donc on a même pu dépenser moins que ce qu'on avait prévu au budget. La reconversion de la minoterie qu'on a commencé à abonder cette année pour voir ce qui pourra être fait sur les prochaines années. Voilà l'objectif de cette décision modificative. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des demandes de précision. Non, donc s'il n'y a pas de remarques dessus, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 au budget principal. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions et 22 pour. Je vous en remercie. La décision modificative. On n'a pas de pouvoir. Bon, c'est pas mais Didier Dominique, Octavien il a donné son pouvoir. Ça ne change rien à d'autres. Non, mais s'il y a 21, c'est 21. La décision, donc la deuxième délibération, décision modificative numéro 1, budget de l'eau. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter une décision modificative numéro 1 afin de compléter les prévisions initiales du budget annexe de l'eau. Le budget primitif 2024 et la décision modificative numéro 1 s'équilibrent de la manière suivante. Section d'exploitation, budget primitif 214 555 euros, donc pas de décision modificative. Donc le budget identique à 214 555,0. Section d'investissement, budget primitif 842 195,98. Décision modificative numéro 1, moins 8664,65. Budget EDM 833 531,33, soit un total de 1 56 750,98. Une DM numéro 1 de moins 8664,65.
budget EDM 1 048 086,33. Pareil, ça a été présenté en commission des finances le 5 novembre, il n'y a pas eu d'observation particulière. Et puis sur l'AEP, voilà, il n'y a vraiment pas de grosse modification. Donc sur les dépenses d'exploitation, c'est des rajustements d'intérêts, des intérêts courus non échus et les intérêts à l'échéance. Et puis sur la section d'investissement, quelques petits ajustements, mais vraiment à la marge. Donc je ne sais pas s'il y a des remarques sur cette décision-là. Donc s'il n'y a pas de remarques, nous allons mettre au vote. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 au budget annexe de l'eau. Donc qui est contre, qui s'abstient, donc 5 abstentions, donc adopté par 21 voix. Décision modificative numéro 1, budget d'assainissement, donc la troisième délibération. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter une décision modificative numéro 1 afin de compléter les prévisions initiales du budget annexe de l'assainissement. Le budget primitif de la section d'exploitation 334 538,90, une décision modificative numéro 1 de 348 852,75 et donc un budget et une décision modificative de 683 391,65. Une section d'investissement de 4 340 792,64 au budget primitif. Une DM numéro 1 de moins 172 730,97, soit budget EDM 4 168 061,67. Un total de budget primitif de 4 675 333,54. Une DM numéro 1 de 176 121,78. Et budget EDM 4 851 453,32. Donc cette décision, pareil, est examinée à la commission des finances. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'assainissement derrière? Donc sur les dépenses de la section d'exploitation, derrière, pas grand-chose, enfin juste des ajustements sur les charges financières, donc intérêts réglés à l'échéance dessus, et les effets des intérêts courus non échus. Et sur les recettes, surtout 348 852,75 de recettes supplémentaires. Alors ça, depuis quelques années, on dit qu'on va finir par se caler. Donc là, on a fini enfin par avoir les réponses de la sorte. Donc il n'y a a priori aucun problème sur l'assainissement, sur ce qui nous verse. L'effet de ce qui est versé en plus, c'est l'effet du coefficient multiplicateur qui avait été approuvé pour Charal. Donc les recettes, logiquement, annuelles devraient rester aux alentours des 600 000 €. Et puis ce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais bon, qui risquait de rejoindre un peu sur l'eau, derrière il y aura une régularisation parce qu'il y a des factures qui étaient en retard un petit peu sur l'eau. Mais ça, c'est pareil, on a eu des réponses de la sorte, donc tout va revenir dans l'ordre là-dessus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les plus de 600 000 € de redevances d'assainissement collectif, elles sont bien à verser à la commune. L'emprunt rien de significatif en section d'investissement. Et pareil, les ajustements sur les travaux, mais rien de très conséquent. Donc, en recette d'investissement, évidemment, la section qui augmente, et puis l'emprunt qui diminue, parce que finalement, derrière, plus on avance dans le temps, plus on capitalise les excédents sur l'investissement, sur l'assainissement, et puis cette redevance étant en hausse, étant supérieure, ça permet de financer les travaux qui sont en route sur le schéma directeur d'assainissement. Donc, de diminuer l'emprunt, où a priori, il n'y aura que 1 150 000 € d'emprunt à effectuer, et sachant qu'on a revu, parce que leur précédent emprunt arrivait à opposition, enfin la signature, le contrat était sur un an, on arrive au bout d'un an, on a pu revoir avec l'école pour refaire un contrat sur un an avec des taux qui sont plus intéressants. Plus on avance dans le temps, plus on capitalise, donc moins on aura emprunté, et comme les intérêts ont pu diminuer, donc finalement ça fait une économie pour la collectivité. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques sur l'assainissement. Donc si pas de remarques dessus, monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 au budget annexe de l'assainissement. Donc qui est contre, qui s'abstient, donc 5 abstentions, et comme Didier vient d'arriver, 22 pour. Ouais, désolé. Merci pour ces 3 décisions modificatives. Merci au service. Oui, merci au service pour le travail qui a été fait sur ces 3 décisions. Et vous nous direz pas de signer en partant. Donc la 4e délibération ouverture des crédits d'investissement pour l'année 2025, donc c'est ce qui se fait tous les ans. Monsieur le maire rappelle que l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que jusqu'à l'adoption du budget primitif, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.
Cette autorisation précise le montant et l'affectation des crédits. Afin de faciliter la gestion des dépenses d'investissement en début d'année, et dans l'attente du vote des budgets primitifs 2025, M. le maire propose au conseil municipal de lui accorder cette autorisation. Cette autorisation portera sur le quart des crédits ouverts au budget 2024 par opération d'investissement correspondant au montant suivant. Donc, je vous dispense la lecture par ligne. Donc, vous avez les opérations 2024 et puis vous avez le quart des crédits qui est pour les opérations 2025 pour le budget principal, pour le budget annexe de l'eau et pour le budget annexe de l'assainissement. Donc là, il n'y a rien de nouveau, c'est des choses qu'on a fait, des délibérations qu'on a prises tous les ans. Donc, monsieur le maire précise que le budget annexe de lotissement n'est pas concerné par ces dispositions. Donc, s'il n'y a pas de remarques, monsieur le maire propose au conseil municipal de liquider et mandater les dépenses d'investissement par opération dans l'attente de l'adoption des budgets primitifs 2025 selon les modalités exposées précédemment. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté l'unanimité, je vous en remercie. C'est bien, un quart d'heure. Je n'ai pas fini encore. Il y a les tarifs. Ah oui. Ah, c'est pas moi. Alors, il y a pas les- Donc merci. Le mieux, c'est ça, il fait partie de la terre. Non, il n'y a pas de. Approbation des tarifs municipaux 2025. Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur les différents tarifs communaux pour l'année 2025 concernant les régies municipales, droit de place des femmes marché, location de salles municipales, concession au cimetière et columbarium, droit d'entrée des équipements sportifs et culturels, droit d'entrée des spectacles, repas des restaurants scolaires, service du minibus, mise à disposition de veille. Les travaux en régie et les locations de matériel. Travaux réalisés par les agents communaux et refacturés à des organismes extérieurs pourraient être du salaire moyen du cadre d'emploi concerné augmenté de frais de gestion. Location de matériel communal à des organismes extérieurs. Entretien de terrain réalisé par les services techniques en cas de carence du propriétaire et suite à une mise en demeure restée sans équipe. La commission des finances a examiné ces tarifs lors de sa réunion du 5 novembre 2024 et le tableau récapitulatif est joint en annexe. Donc sur celui-ci, les tarifs modifiés ou ajoutés sont surlignés en jaune. D'accord. Qui est contre? On a une observation qui concerne donc le tarif de 250 € pour l'enlèvement des dépôts sauvages. C'est le but, je l'ai déjà précisé l'autre jour. Oui, On a maintenu. voilà, j'avais posé la question, donc il s'agit notamment de l'enlèvement des déchets au niveau des points propres, les déchets que les usagers vont laisser au niveau des points propres. Le souci, c'est que déjà on voit que les bacs, les containers saturent, donc malheureusement c'est fatal que certains usagers laissent leur sac ou leur bouteille lorsque les bacs sont pleins. Non. Il faut distinguer deux cas dans les dépôts sauvages. Il faut distinguer les gens qui amènent par exemple des frigidaires et autres dans un conteneur. Si c'est pour le cerf jaune et quelques bouteilles, on va pas les embêter. C'est certain aussi. Hein. Donc il faut quand même faire la part des choses. Voilà. Et puis surtout, là, quand on voit des dépôts sauvages dans la forêt ou sur les chemins, comme on peut le voir effectivement se baladant. Il y a deux étapes. Naturellement, l'étape où cet été, là, on est intervenu parce qu'il y avait des gens qui avaient mis un frigidaire et un congélateur rempli de viande avariée. Voilà. Donc voilà, après, c'est le pouvoir de police du maire. Chaque commune définit effectivement donc, son tarif. Après, c'est cumulatif. L'idée, j'ai envie de dire, c'est cumulatif par rapport à ce genre de choses. En plus de l'amende pénale, l'aspect pénal, la collectivité, pour le temps qui a passé, l'aspect pénal, c'est pas la collectivité qui touche l'amende qui est tout à fait justifiée, mais qui n'est pas d'intérêt de la collectivité. Les agents de la collectivité qui ont passé du temps, c'est pas contribuer avec le donné d'aller payer l'enlèvement de ces dépôts-là, fait par des gens d'ailleurs qui sont souvent pas des gotons. Ça, c'est bien. Ouais. Alors, pour les conteneurs, effectivement, on est en période de rodage, puisque c'est sous la compétence de la collectivité de commune, et on a un petit souci maintenant de personnel, puisqu'on a ce matin une audition. On a une personne qui est malade, et puis l'autre personne, elle essaie de repartir au mieux entre-temps, donc les conteneurs sur les différents sites. D'ailleurs, beaucoup de gens apprécient quand il met le château de Mouti au tableau. Et puis, la descente apparemment pour le cyclone. Autre observation? Mais écoutez, tu fais votre. Qui est contre?
subvention dans le cadre du 80e anniversaire de la bataille d'Égletons et de la Libération. Donc la commune d'Égletons, en lien avec l'Office national des combattants et victimes de guerre, les associations mémorielles et les établissements scolaires, a commémoré le 20 septembre 2024 le 80e anniversaire de la bataille d'Égletons. Parmi les actions réalisées, l'installation pérenne de panneaux explicatifs sur le récit du règne de la Royale Alphonse. Ce panneau est installé à l'entrée du lycée Caramuno. L'édition en grand format de photographies d'archives de la ville bombardée, les affiches que vous avez sur le mur de la mairie, sur la place Henri Chantilly, qui représente la mairie bombardée et la place. Et la pose d'une plaque en hommage à Justin Alphonse Schilling, c'était sur la maison où il vivait à l'époque, un peu plus haut que la sortie de Caramuno. Et la réimpression de son livre, Égletons 44, le récit historique des combats. La réalisation d'une exposition et d'un livre d'accompagnement. La reconstitution d'un campement de maquisards à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Et pour faire tout ça, il y a eu des dépenses et des recettes. Donc le plan de financement se décompose comme suit. Dans les dépenses, il y a eu pour 3 918 € d'achat, pour 1 546 € de prestations de services et pour 3 750 € de salaires et charges personnelles. Dans les recettes, le ministère de la Défense, par l'intermédiaire de l'ONAC, 1 000 € de subvention, le conseil départemental 500 €, produit de vente des livres 2 200 € et autofinancement de la commune d'Égletons 5 514 €, pour un total de 9 214 € également comme les dépenses. Donc la commune d'Égletons sollicite une subvention auprès du ministère de la Défense d'un montant de 1 000 € et de 500 € auprès du conseil départemental. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération tel que présenté ci-avant et de l'autoriser à solliciter les subventions correspondantes auprès du ministère de la Défense et du conseil départemental et de l'autoriser à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à ces demandes de subvention. Voilà, maintenant qu'on a pu faire le bilan, donc les subventions qui peuvent nous être attribuées, il faut les demander. Voilà. Donc c'est dit, on aura bien 1 000 € par l'État, le MAC, et 500 € du département, c'est accepté. Les demandes de subvention post-événement, elles sont prises en compte par le conseil départemental? Oui, c'est ça, c'est ce qui avait été demandé avant. Et les subventions sont attribuées après la manifestation. Il y a des témoins. Oui. Celle du ministère, elle a une chance d'aboutir? Elle a abouti, on a eu la réponse. Voilà. Et on avait demandé et on attendait que la cérémonie soit passée, ils ont donné des réponses qu'il y a au mois d'octobre. D'autres remarques? Dans les achats, si tu as un petit peu le détail, mais c'est important puisque c'est plus ou moins mentionné dans le paragraphe précédent. Oui. Donc, qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Voilà, les deux délibérations suivantes concernent l'EPF, l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine. Vous savez, donc, on travaille d'arrache-pied pour faire disparaître les silos de la minoterie SKG. Donc la minoterie donc, appartient actuellement, donc, il a la propriété des moulins Abbesse, c'était les grands moulins de Strasbourg. Alors que vient de faire cette délibération, puisque c'est l'EPF qui acquiert l'ensemble immobilier au prix de 424 000 €, donc ce que vous avez dit précédemment, et ce qui figure effectivement dans la gazette municipale. Donc il faut effectivement qu'on autorise la gestion du bien acquis par l'EPF, c'est ce qu'on va faire, et ça permettra donc à l'EPF d'effectuer des dépenses à hauteur de 15% du montant de l'acquisition pour la sécurisation et la gestion courante du foncier. Vous avez remarqué qu'on a mis des grilles ERAS pour éviter effectivement que le site soit squatté. Il y a énormément de matériel à l'intérieur, voilà, donc on est assez vigilant. Normalement, l'acte de vente doit se signer avant la fin de l'année. Après, donc, il y a une période d'attente de 3 mois où les moulins AVS récupèrent du matériel, on avait convenu de part et d'autre. Et ensuite, ça permettra dans ce temps-là de rechercher avec, je ne laisse pas la personne de l'EPF seule, on travaille ensemble pour trouver effectivement des entreprises qui vont participer à la démolition, à la déconstruction, comme dirait William, du site. Voilà, on a déjà bien engagé sur des acheteurs là, sur le ferraille, puisque avec qu'elle est bien baissée. Voilà, et puis après, donc, on travaille effectivement avec l'EPF pour essayer
de bénéficier de subventions dans le cadre du fonds Friche. Voilà, alors c'est morcelé, vous avez vu, donc il y a pas mal de numéros de parcelles pour une superficie de 8175 mètres carrés. Donc ce que je vous demande, c'est d'approuver l'acquisition, les conditions d'acquisition et de gestion du foncier pour l'achat des parcelles désignées avec leur adresse et leur surface moyennant un coût de 424 000 €. Et puis de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires et relatifs à cette affaire. Des votes contre? J'aurais une question. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter le planning à un petit peu plus long terme entre cette délibération et le futur usage des terrains tel qu'il a été suggéré dans la Gazette, par exemple? Alors on a 6 ans là, pour se retourner, c'est remarqué. Et donc actuellement, donc, on travaille. Enfin, pour l'instant, je ne vais pas. J'ai rencontré le groupe ADEF au Congrès des maires, que je connais par ailleurs, pour voir comment, si on peut abriter des gens, des accidentés de la vie, là, ça permettrait d'accueillir des services supplémentaires. L'office HLM, on a 25 agréments, donc on va y aller. Et puis voilà, ça va se bâtir. Le lycée va travailler là-dessus là, pour faire un plan topographique, pour essayer de définir, puisque sur ça des parcelles qu'on vendra par la suite. Voilà. Parce qu'on avait juste une observation, c'était qu'on rappelle que le PLUI aujourd'hui ne permet pas de construire du logement sur ces terrains, puisqu'on est en zone industrielle. Et donc il faudra bien penser dans le rétro-planning, enfin tu dis qu'on a 6 ans, c'est bien, mais quand on voit la durée qu'il faut pour modifier le PLUI, il ne faut pas tarder à s'y prendre. On est relié sur la Concom. Et puis ça rejoint aussi la remarque qu'on avait faite, c'est-à-dire la définition de la fonction de cet espace. Il y a des commerçants, c'est vrai, qui sont assez enthousiastes à l'idée qu'il puisse y avoir une fonction commerciale le long de l'ancienne nationale. Et donc, si jamais cette orientation était prise, là aussi, il faudrait que le PLUI permette l'usage commercial. Tout à fait. On y travaille. On des votes contre? Merci pour les observations. On s'abstient. D'accord. D'accord, je note. Ensuite, l'approbation de l'acquisition par l'EPF de. Alors, par contre, le bâtiment à côté appartient à la SSSKG. C'est au 24 avenue Charles de Gaulle. Donc, on a préempté, on a déjà passé au conseil communautaire au prix de 163 100 €. Une commission de l'agence, puisque c'est une des agences qui va assurer le temps. Vous avez l'immatriculation des parcelles, et puis comme tout à l'heure, on autorise l'EPF à effectuer des dépenses à hauteur de 15%. Même chose, des votes contre, des abstentions. Une observation, là on n'avait pas de plan cadastral pour cette déclaration. Et on a consulté le cadastre et on n'a pas trouvé les parcelles en question. Oui, parce que vous avez compte, c'est une scission de moulin à tête qu'ils ont conservé. Moi non plus. Même, j'ai passé un moment, si tu veux, à contrôler toutes les parcelles aussi. Parce qu'il y avait un oubli. Il y a des petits bouts, vous voyez, donc ce qu'on a fait précédemment, il y a des petits bouts de 25 mètres carrés, 70 mètres carrés, pour que la délibération soit correcte. Nous, on n'avait pas les éléments, alors que dans la délibération qu'on verra sur les captages, là, c'était aussi des scissions de parcelles, on n'avait pas les références à ça. Donc là, il nous manquait les éléments pour apprécier la délibération. Ok. Des abstentions? Voilà, on vous remercie. Et on continue pour la parcelle de M. Gilbert, qui fait ça. C'est Paul. Alors, Monsieur le maire expose que dans le cadre du raccordement au Puy-des-Fourches, la création de la station de pompage du Puy de la Buse implique une acquisition foncière auprès de Madame Gilibert. La surface estimée de l'emprise est de 180 m² et l'acte de cession sera finalisé après intervention d'un géomètre. Le coût d'acquisition de 700 € se décompose de la manière suivante par l'emprise de la station, 180 m², complétée par une indemnité de peuplement.
Les servitudes de passage de la canalisation ont été traitées par une convention de servitude en date du 6 mai 2024. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la partie de parcelle désignée selon les modalités exposées précédemment, de l'autoriser à signer les actes administratifs à intervenir, ainsi que tout document nécessaire à leur mise en œuvre. Qui est contre? Pour compléter la délibération, peut-être faudrait-il rajouter le nom de la commune, puisque ce n'est pas indiqué, une fraction montane. Par ailleurs, on n'a pas d'information sur qui paye les frais d'acte. C'est celui qui achète. Vous êtes le préciser aussi. On peut préciser, oui, on peut préciser. Ouais. D'accord. D'autres observations? A été voté. Donc, qui est contre? Voilà. Acquisition des parcelles B2012 et B2018 auprès de monsieur et madame Grenier. Monsieur le maire expose que dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection immédiate de captage, il convient de procéder à des acquisitions foncières auprès de monsieur et madame Grenier sur la commune de Rosé-les-Bretons. Donc, le coût d'acquisition est de 0,10 € le mètre carré. Parcelle B2012, surface 72 mètres carrés. Parcelle B2018, surface 122 mètres carrés. Le coût d'acquisition est fixé à 0,10 € par mètre carré, auquel est ajoutée une indemnité de réemploi de 20%. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parcelles désignées selon les modalités exposées précédemment et de l'autoriser à signer l'acte de notaire à intervenir, ainsi que tout document nécessaire pour la mise en œuvre. On n'a pas y voté contre 10 € du mètre Oui. carré. Et en plus, tout à l'heure, je fais le tour. Ah si, oui, convoqué. C'est les oreilles. C'est les oreilles. Peut-être que vous avez juste pour un petit peu Oui. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Non, je veux juste savoir, je ne connais pas cette terminologie. Est-ce que c'est une indemnité de l'emploi? C'est des indemnités quand l'usage, quand c'est l'usage des négociations, je pense. Oui, je veux l'avoir sur le PNR. On l'a surtout à Tralbo, je me souviens. Ne parle pas des choses qui fâchent. Donc c'est pour ça qu'il anticipe l'intervention des PLUI qui peuvent durer longtemps les modifications. Rien blanc. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Jean-Marie. Donc, délibération numéro 11. Dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection immédiate, il convient de procéder à des acquisitions foncières auprès du GRF de Rennes sur la commune de Rosier-les-Bretons. Le coût d'acquisition, comme tout à l'heure, c'est 0,10. Les parcelles B23, d'une surface de 66 mètres carrés, B24, surface 57 mètres carrés, parcelle B17, surface 143 mètres carrés, sur un total de 266 mètres carrés. Le coût d'acquisition est donc fixé à 0,10 €, auquel s'ajoute une unité de réemploi de 20%. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parcelles désignées selon les modalités exposées précédemment et de l'autoriser à signer l'acte notarié à intervenir ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre, à leur mise en œuvre. Question? Non? C'est bon? On est enfin arrivé, si tu veux, à avoir tous les éléments pour bénéficier de la subvention à la polycatage. Et on remercie le département par celui-là. Il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. C'est Mathieu, je crois. Monsieur le maire expose une opportunité de créer un parc de centre-ville. Une voie piétonnière s'est faite jour dernièrement à la faveur d'une proposition de don d'un terrain. Ce projet a donc pour objectif de pouvoir créer un parc de verdure où des jeux pour enfants et grands seront installés, accessibles à tous les égotomés en plein centre-ville. Réaliser une liaison douce vers le centre-ville évitant la RD 1089 pour plus de sécurité. Aussi pour permettre la réalisation de ce projet qui sera complété par un système de portillon permettant la fermeture la nuit, évitant la nuisance pour le voisinage, il convient de procéder à plusieurs documents d'arpentage et acquisition. Les parcelles concernées sont détaillées sur le plan de géomètre joint
en annexe. Le coût d'acquisition est de 10 € le mètre carré cette fois-ci, avec 3 parcelles concernées. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parties de parcelles désignées selon les modalités exposées précédemment et d'autoriser à signer les actes notariés à intervenir, ainsi que tout document nécessaire pour leur mise en œuvre. Il est précisé que les frais géomètres et d'actes sont à la charge de la commune. On avait une observation, ça concerne déjà une question, est-ce que ça rentre dans le plan d'action qui a été déterminé par Petite Ville de demain? Non, de toute façon, c'était. Ne me parle pas de Petite Ville de demain, on y a laissé 25 000 € avec le résultat là, qui ne me plaît pas du tout. Voilà. Donc, nous, on est à même de gérer notre commune, sans faire après le bureau d'études, si tu veux, pour entrer dans ces détails-là. Voilà. Donc, ce n'était pas dans les fiches. Premier point. Premier point. Deuxième point, vous évoquez la sécurité du cheminement. Or, il débouche sur le petit parking où se garent les facteurs, les postiers, qui est quand même un lieu où à certaines heures ça bouge beaucoup. Et je ne suis pas certain que la sécurité des piétons soit si bien assurée que ça à cet endroit-là. D'accord. La sécurité. Ensemble, quand on va sur place, c'est un parc sur le papier, sur le principe, il y a un parc urbain qui permet de créer un lieu de détente, etc. Donc c'est tout à fait favorable, mais en fait, quand on va sur place, on se rend compte que ça sert à rien. Parce que voilà, les gens ont déjà en commun tous. L'accessibilité ne sera pas. Alors, les gens qui sont dans les HLM. Non, les gens qui sont dans les studios là, de la société, eh bien, ils n'ont rien, ils n'ont même pas d'espace de terrain. Allez, termine, parce que quand j'entends ça, ça m'énerve. Je disais, quand on est sur place, on se rend compte que alors le cheminement ne sera pas forcément aisé, bien ça débouche en haut sur entre deux maisons, un espace qui est particulièrement étroit. Enfin, il me semble que nous, c'est un aménagement qui n'est pas utile. D'accord, c'est ok, je comprends. Ça permettra quand même de définir des terrains. Laisse-moi parler, en fait, c'est que tu me dis, tu sors, mais laisse-moi parler. Non, mais je veux sortir, oui. Excuse-moi, William, tu peux parler. Oui, je disais à Thierry que ça va vite de mettre un peu d'ordre dans cette zone de l'embellir. Et en fait, la sécurité débouchement sur le parking de la poste, on peut bien faire du marquage au sol, Thierry, pour continuer le cheminement de côté. En fait, c'est quand même un endroit, si tu es passé à la poste, c'est quand même un endroit où circulent les camions, les voitures, où justement il n'y a pas de place pour garer, donc les voitures font des demi-tours et des demi-tours. C'est pas qu'on est contre un parc urbain, c'est qu'on se demande si le lieu choisi est vraiment un lieu adéquat à, je pense, on pense qu'à il y a d'autres lieux à choisir, on n'est pas du tout contre offrir à des gens qui vivent en HLM un endroit où faire jouer leurs enfants, pas du tout. Mais on peut se poser la question de pourquoi ce lieu. Qu'est-ce qui a choisi la motivation de ce lieu précisément, et entre voilà, la sécurité en bas et en haut, l'accessibilité qui pour les poussettes, parce que M. Ferré dit qu'il va pousser les maisons, mais je ne crois pas qu'il puisse y arriver. Comment vont accéder les poussettes? Comment vont accéder les personnes en situation de handicap? Est-ce que ça sera sécurisé pour les enfants? C'est un lieu pour les enfants, ça doit être un lieu sécurisé du début à la fin. Là, il me semble que ce n'est pas sécurisé. Après, l'endroit est certainement très bucolique et très, très joli, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être d'autres endroits avec le temps pour faire un parc urbain. Je voudrais juste compléter par rapport à la rue du pavé. Oui, je sais que pendant la campagne électorale, quand on allait voir les gens, on discutait avec eux, ils avaient quand même un problème de sécurité pour descendre du centre-ville, pour aller jusqu'à la poste et suivre. Alors, c'est peut-être pas la panacée. Enfin, je pense que la démarche était de trouver une solution pour sécuriser qu'il est toujours plus facile et plus agréable de passer sur un chemin qui est dédié pour les piétons plutôt que de se mettre sur un trottoir ou sur la rue du pavé où c'est matérialisé qu'en peinture. Alors, c'est peut-être sûrement pas la panacée, mais je crois que c'est des petites choses comme ça qui, petit à petit, embellissent notre vie. Et alors, tout le monde prend la mobilité, tout, c'est tout. Alors, je veux bien vous accorder que c'est pas la panacée, mais votre démarche de dire, on est contre parce que sûrement que c'est pas. Mais je pense qu'il faut avoir dans l'esprit,
développer les choses et c'est petit à petit qu'on construit. Ça fait partie d'une démarche pour faire mobilité douce dans notre vie. Et les gens du Pavé, je ne sais pas si vous les avez rencontrés, moi je les ai rencontrés plusieurs fois, et c'est ce qu'ils demandaient, et je pense que ça fait partie d'une des demandes. Alors je pense que c'est une démarche qui est comme ça. Après, libre à vous, votre choix. D'accord, je pense que ce qui a été mis en place par la majorité, c'est quelque chose qui s'entend. On repart la journée avec la famille Guignac, vous savez, où il y a cet écoulement d'eau. C'est vrai que le lieu est plus propice, je reconnais effectivement. Et je pense qu'on va arriver, si vous voulez, à un compromis, puisque le délibéré du procès donc, est terminé. Et on travaille tout à l'heure justement une héritière, ma famille, qui permettait effectivement d'acheter un bout de terrain, et ça permettait effectivement pour les gens qui sont en espace de de créer vraiment un parc sécurisé. La deuxième. Moi, je rejoins l'avis de Jean-Marie. C'est pas un parc, ça ne sera pas jamais un parc idéal, on n'aura pas d'enjeux, etc. Et ça permettra, comme je le disais précédemment, de mettre de l'ordre un peu dans ce terrain. Je ne circule beaucoup à pied. Et je sais que quand je descends la rue du Pavé à pied, je ne suis pas tranquille. Parce que la rue du Pavé, elle n'est pas. Elle est même avec les gros qu'on a mis. Et aussi, si on regarde, il y a quand même des propriétés qui sont mal entretenues ici. Et ça permettrait de mettre un petit peu d'ordre et puis de mettre un peu plus de vérité. Et justement, de sécuriser malgré tout l'accès piéton. Mais j'en conviens, quand on arrive sur le parking de la Poste, il faudra peut-être aménager une marquage au sport pour supprimer peut-être une place de parking, j'en sais rien. Mais ça s'étudie. Surtout que c'est un parking commun. Mais ça ne sera jamais un parc effectivement extraordinaire. Alors je suis désolée, on est désolé. Je trouve que ça manque de concertation. Ça, c'est des choses qu'on devrait peut-être parler en commission quand on est invité, ou même à la population, parce que la population est concernée. On a été sur place. Dany était contre, mais je pense que Dany était contre, mais ça a été sur commission. De toute façon, les commissions, elles sont. Enfin, même avec la population, c'est la population qui avance ce parc. Elle n'a pas mot à dire, la population, de savoir dans quel partie. C'est intéressant aussi d'écouter. Les gens n'ont pas tous des choses négatives à dire, il y a des choses positives. Nous également, je pense qu'on ne dit pas que des abris. Et que voilà. Des fois, on a le sentiment quand même. Vu comment on parle, excuse-moi, Charles, mais. Parce que si tu veux, d'une part, le parcours mobilité douce, donc ça permet effectivement d'éviter la rue du Pavé. Et quant au rural, donc je suis concerné, c'est moi qui fais dans la parcelle, pour tout vous dire. Écoutez, moi je pense que le lieu est idéal pour avoir un petit espace d'agrément pour les gens du quartier. Dans toutes les cités HLM, on a toujours un bout d'espace vert, sauf pour cet immeuble d'hôtel de Bordeaux, où les gens ils sortent dans la rue. On a des couples avec des poussettes, et où aller, quand ils sont là, où aller, pour avoir un petit peu de détente l'été, quand il fait très chaud, ils sont dans leur appartement. Donc, si on avait la propriété d'Ignac, on peut avoir un espace vert, et bien, il reste chez nous. Juste dernière question, au-delà de l'acquisition des terrains, vous avez fait une estimation pour les frais pour l'aménagement et pour la sécurité, puisque tous les riverains, en commission. certains riverains qu'on a rencontrés sont peut-être un peu. Alors vous avez rajouté le portail qui va fermer la nuit, c'est pas mal, je pense qu'ils vont apprécier. Mais il y a certaines parcelles qui n'ont pas de clôture, donc la clôture va être à la charge de qui? C'est la commune, la charge de rien. Ok, bon, Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, délibération numéro 13, vente d'une parcelle communale au profit de l'entreprise PCE. Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'il a été sollicité par l'entreprise PCE, domiciliée 12 boulevard du Chambrel, 19 pour acquérir une parcelle communale sise au lieu dit Les Combes. Il s'agit de la parcelle décrite ci-après, donc pour une surface de 4560 m² et un prix de vente de 23 700 €. Ce prix de vente est conforme à l'estimation des domaines.
Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la cession de la parcelle AK 151 au profit de l'entreprise PCE selon les modalités exposées précédemment, de l'autoriser à signer l'acte notarié, à intervenir, ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Il est précisé que les frais afférents sont à la charge de l'acquéreur. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Vous êtes déjà dans la parcelle? Quel vent? Vous êtes dans la parcelle? On voit ce derrière oui. Ouais, vous avez fait monter carrément plus longtemps. On se demande si c'était pas humide, à vrai dire. Alors, c'est pas humide, il y a 5 mètres de remblai. Voilà. Et il le sait, hein, parce que c'est pour ça que c'est ça. Il a aussi. Hein. Mais les réseaux ne sont pas très loin. Merci. Délibération numéro 14, approbation de mandat SEM de vente pour l'immeuble Château Robert. Monsieur le maire expose que les travaux de modification des accès de la salle du Château Robert prenant fin prochainement. Il convient de mettre en vente le bâtiment du Château Robert. Pour ce faire, les agences immobilières des Glotons ont été contactées pour procéder à une estimation du bien et envisager la mise en vente par leur intermédiaire. Cela ne peut être réalisé qu'avec la conclusion de mandat simple de vente avec celle-ci. Question. On s'interroge sur la procédure de ce mandat et peut-être que ça relèverait du code des marchés publics, auquel cas le fait de déjà désigner des agences est peut-être prématuré. Donc on aurait aimé qu'il y ait une vérification pour être sûr qu'il n'y a pas de... Oui. Non, c'est vérifié. La seule contrainte qu'on avait, c'était de contacter les agences des Glotons, celles qui nous ont répondu, c'est les 3 ici. Les autres ont été contactés. Voilà. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal de signer les mandats simples de vente avec les agences MLS et Or et Forêt, de l'autoriser à signer tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Est-ce qu'il sera possible de le rajouter dans la délite qu'elles ont été contactées? Nous avons travaillé précisément sur la redevance. Précisément, pas tout à fait, mais je cherche à comprendre comment ça fonctionnait. La délibération numéro 15 concerne délégation de service public de l'eau et de l'assainissement, réforme des redevances, agence de l'eau au titre de l'année 2025. Monsieur le maire informe le conseil municipal d'une modification des modalités de définition et de perception des redevances de l'agence de l'eau. Le code de l'environnement et le code général des collectivités territoriales constituent la base juridique de cette réforme, grâce des millions d'articles. La mise en œuvre de cette réforme se fera en 2 temps. En 2025, pour les factures émises à partir du 1er janvier 2025, avec des redevances forfaitaires, puis à partir de 2026, avec des redevances variables en fonction de la performance du service. Concernant l'eau potable, la redevance prélèvement sur la ressource en eau demeure inchangée. La redevance lutte contre la pollution est supprimée. Une nouvelle redevance consommation eau potable est créée, collectée et reversée par l'exploitant. Une nouvelle redevance performance des réseaux d'eau potable est créée, dont le montant sera facturé directement à la commune par l'agence de l'eau. Charge à la collectivité de collecter cette redevance auprès des usagers. Concernant l'assainissement collectif, la redevance modernisation des réseaux est supprimée. Une nouvelle redevance performance des réseaux assainissement est créée, dont le montant sera facturé directement à la commune ou à la communauté de communes, au syndicat, par l'agence de l'eau. Charge à la collectivité de collecter cette redevance auprès des usagers. Il y a donc lieu de définir un tarif additionnel à ceux du prix de l'eau potable et de l'assainissement collectif afin de financer ces redevances à partir de 2025. Dans ces conditions, il est proposé de fixer le montant de la contre-valeur de la redevance performance des réseaux d'eau potable
agence de l'eau, à tarif de l'agence de l'eau, que multiplie un coefficient de modulation de 0,2, prenant en compte un taux de 5% d'impayé, soit 0,07, fois 1,07% pour arriver au prix de 0,0735 € par mètre cube. Cette contre-valeur s'ajoutera au tarif de l'eau potable et sera perçue par le délégataire de l'eau potable ou la régie, le cas échéant. De la contre-valeur de la redevance, performance des réseaux assainissement, agence de l'eau, à tarif de l'agence de l'eau que multiplie un coefficient modulaire de 0,3 en prenant en compte un taux de 5% des payés, soit 0,105 plus un facteur de 1 plus 0,7, soit 0,11025 € par mètre cube. Cette contre-valeur s'ajoutera au tarif de l'assainissement collectif et sera perçue par le délégataire d'assainissement collectif et de l'eau potable et reversée au budget de la collectivité. Elle apparaîtra distinctement sur une ligne individualisée de la facture d'eau de l'usager sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube vendu dans une rubrique organisme public. Voilà, déjà, jusque-là, s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, Monsieur le maire propose au conseil municipal de fixer le montant de la contre-valeur de la redevance performance des réseaux d'eau potable à 0,0735 € par mètre cube pour 2025 et de fixer le montant de la contre-valeur de la redevance performance des réseaux d'assainissement à 0,11025 € par mètre cube. Voilà, s'il n'y a pas de questions. William, la commune, on a la main sur quelle variable de l'équation? Pratiquement aucune. Sur la performance. Voilà, sur la performance, oui. La performance qui est le résultat des investissements, mais Tout dans à fait. l'équation, on ne peut changer aucun paramètre. Non. Toutes les communes le prennent à la tête. Voilà. En fait, pour la performance, plus la commune fera d'efforts pour la maintenance et la réhabilitation des réseaux, l'entretien, etc., moins l'usager, au final, aura à payer au niveau du mètre cube au titre de ces redevances-là. Sachant qu'il faut être très très vigilant. L'autre jour, j'ai vu une entreprise qui se servait allègrement sur les bouches d'incendie, sans avoir de compteur. Oui, j'ai déjà vu. Sur un coin reculé, personne ne le voit, et le voit. Et donc, on est allé, on se retournait contre eux, et puis on a pris un forfaitaire, on a dit c'est pas innocent, c'est pratiquement 200 mètres cubes. Donc la performance, si jamais, donc ça peut être vite perdre des points par rapport à ces branchements sauvages, comme d'autres aussi, je pense qu'ils font. Ils développent, ils ont je ne sais pas de nom, ils sont pas très loin de la station d'épuration, ils ouvrent le regard et ils vident leur camion d'eau usée, enfin de tout. Là, la personne qui se servait sur la bouche incendie, du coup, il y a eu. Oui. En plus, il y a eu une procédure. Ils m'ont roulé dans la famille, parce que là, je me suis arrêté. Donc, le responsable a contacté la sorte. Je vais me de la liste. J'ai appris la sorte. Donc, je n'avais jamais été contacté. Alors, donc, on va peut-être voir effectivement si on peut mettre une carte quand les gens viennent, on joue le jeu, ils mettent une carte et on sait facilement ce qu'ils mettent comme eau. Mais par rapport aux bouches d'incendie, tu veux dire? Oui, je connais sur le bouche incendie. Oui, mais je veux des cartes de bouche Non, on peut faire une. Là, ils disent que tu peux avoir 2 ou 3 points sur le temps pour te servir, tu peux potabiliser le rouler. Oui, mais tout sauf des bouches d'incendie, parce que ça reste la défense contre Oui, je sais, l'incendie. tout à fait. Mais et là, on a juste fait quoi? On a juste fait facturer à l'entreprise. Oui, mais c'est une procédure particulière. Oui, c'est Nicolas Charles. Parce que c'est quand même des pratiques là, qui sont frauduleuses. C'est du vol. Ah ben c'est du vol, et puis sur des bouches d'incendie, je pense que ça peut aller un peu plus loin que juste faire envoyer une facture du nombre de mètres cubes identifiés, parce que sinon, on va en faire des factures. C'est pour en les TP un peu. On va en faire. Et puis il ne faut pas laisser passer ça. Est-ce que je peux poser une question du conseil
concerne pas la commune, mais un peu quand même. Vous en êtes tout dans votre réflexion du transfert de la compétence? Parce que le Premier ministre autorise maintenant à faire machine arrière, c'est plus obligatoire. Le Parlement n'a pas voté encore. Donc, on ne sait pas s'il y aura le temps de voter. Avec ce Premier ministre-là. Donc le cabinet d'études que vous connaissez là, G-Études de Sage et KPMG, donc ils ont présenté à tous les maires et tous les acteurs, je pense au syndicat DLB, au Rosier, Montaignac, Moutier, donc faire un état des lieux. Donc il y aura une autre réunion prochainement pour mettre en avant les investissements que devraient réaliser ou que devront réaliser les communes dans le temps à venir. Alors, au cours de cette réunion, donc, ils ont abordé donc, le prix de l'eau. Bon, ça permet de démystifier pour des communes quand même que l'eau et le temps est cher. On est dans la moyenne. On est à 97 € en taxe inclus, alors qu'il y a des communes qui sont bien au-delà. Et aussi la fin, et puis c'est très grave, c'est les investissements qui n'ont jamais été réalisés sur certaines communes rurales, alors que nous, à chaque fois qu'on fait des travaux dans la rue, on change les canalisations. Voilà, seconde étape, donc sur le PPI, et la personne du KPMG, bon, une personne qui connaît bien son métier, il a été assez directif. En fait, il nous conseille effectivement de transférer la compétence à la communauté de communes ou à un syndicat, comme ils appellent. Si ça se passe en 2026, donc il faudra qu'on tente d'assurer. En sachant que l'agence de l'eau de Garonne, elle subventionnera que si on va transférer la compétence. Voilà, il faudrait donc faire ça. Et des subventions que si le prix de l'eau est au moins à 2 € le mètre cube. On a des communes dont le prix de l'eau est à 0,96. Voilà, là. Voilà. Alors je veux bien croire que c'est pas mal pour le bétail. Et donc on peut faire des forages pour abreuver les bêtes. Et voilà, c'est pas mal. Mais je pense que quand le Premier ministre a annoncé, je pense qu'il y a beaucoup d'autres communes qui aimeraient garder leur compétence. Il a été appelé, en tout cas, quand il a annoncé. On verra de toute façon avec Nicolas, on va voir la suite des événements. Il n'y a plus de questions. On va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Mais je vous remercie. Délibération numéro 5, protection sociale complémentaire. Monsieur le maire expose que le centre de gestion de la Corrèze vous accompagne depuis décembre 2023 dans la mise en place de la participation obligatoire de l'employeur public au financement des garanties relevant de volets prévoyance de la protection sociale complémentaire. Celle-ci doit être effective au 1er janvier 2025. L'appel d'offres en vue de la conclusion de la convention de participation a été lancé fin mars et s'est terminé mi-mai. Après analyse des candidatures, la convention de participation a été attribuée au groupement MNT Reliance. Deux formules avec des garanties obligatoires différentes, garantie étant imposée à l'agent en relance adhéré et des taux de cotisation distincts figurent dans la convention. La formule 1 correspond aux garanties obligatoires prévues par l'accord collectif national, indemnité journalière et invalidité, tandis que la formule 2 est plus complète puisque s'ajoute le décès et la reconstitution du régime indemnitaire en période de plein traitement, en cas de congé de longue maladie, longue durée, de grave maladie dans les garanties obligatoires. Chaque collectivité souhaitant adhérer définitivement doit choisir la formule qu'elle entend proposer à ses agents. Si la collectivité souhaite adhérer de manière définitive à la convention de participation, il convient de solliciter l'avis du comité social territorial et ensuite de délibérer. La convention a une durée de 6 ans. À noter que le montant définitif de participation de l'employeur devra être déterminé à ce stade de la procédure. À ce jour, la participation employeur est de 12 € brut. Le comité social territorial s'est prononcé favorablement à l'unanimité en séance du 25 octobre 2024 sur le conventionnement avec le centre de gestion sur le choix de la formule 1
et 18 € pour la participation employeur. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adhérer au conventionnement avec le centre de gestion pour le risque et prévoyance de la protection sociale complémentaire, de choisir la formule 1 pour ses agents, d'attribuer 18 € à chaque employé adhérent à la formule proposée par l'attributaire du centre de gestion. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Il n'y a pas de question particulière. Juste dans l'idée pourquoi on a plutôt proposé déjà aux agents la Formule 1 que la Formule 2. Dans les deux cas, il y a des taux qui s'appliquent en fonction de la rémunération brute de chaque agent. En restant sur la Formule 1 qui n'est pas forcément les options sur la partie obligatoire, ça permet quand même à chacun de rester des fois sur des niveaux de cotisation qu'on peut admettre. Parce que c'est vrai qu'en termes de pouvoir d'achat, en rendant obligatoire et la Formule 1, enfin surtout la Formule 2, ça pouvait être des montants d'adhésion parfois importants. Donc plutôt laisser la liberté aux agents d'adhérer sur les risques d'essai et reconstitution du régime indemnitaire de manière facultative plutôt que le rendre obligatoire. Et juste sur les 18 €, ça a été une proposition aussi d'abord des élus, et on fait partie des collectivités qui accompagnent bien à l'échelle de la Corrèze, puisque pour se porter sur ce montant des 18 €, la directrice générale des services avait établi un comparatif avec les autres collectivités. On est dans la fourchette haute, voire dans les meilleures collectivités qui accompagnent par rapport à ça. Parce que là, il faut bien se dire qu'on évite pour des agents de catégorie C, on peut être rapidement à plus de 70-80 € sans les options d'adhésion par mois. Et on parle que de la prévoyance. Pour beaucoup, il y a aussi une mutuelle en parallèle qui deviendra dans quelques temps obligatoire également pour les collectivités. Donc voilà, d'où ces choix à la fois de rester sur la Formule 1 et les agents prennent les options s'ils le souhaitent, et une participation de la collectivité à hauteur de 18 € par an. Sachant que nous, on a 18 €, on a essayé d'être logique avec la communauté de communes, où on a, comme il y a des agents qui travaillent dans l'une et l'autre, la collectivité, sont aussi à 18 €. Et on a très bien, on a vu des tarifs très différents sur les collectivités. Sachant que la cotisation minimale, c'est 7 €. Pour le moment. Il y a encore des textes. Bon, il n'y avait aucune communication, je ne vois aucune décision. Donc, allez, donc, on vous a répondu à votre courrier, on ne va pas le repasser. Je voulais juste préciser par rapport à ce courrier, donc merci pour votre réponse. Ah oui, de manière travaillée. Oui, rapidement, efficacement. Si on posait cette question, d'ailleurs, c'est une question qui pourrait être posée au bureau d'études de Jantes, c'est que voilà, on avait à l'esprit que d'intervenir chez des particuliers, ça peut poser des soucis quand on est une collectivité. Et on s'interrogeait sur l'opportunité qu'il y aurait à peut-être déclarer d'intérêt général l'opération, si ça n'a pas été fait. Donc c'est une procédure qui est prévue par la loi sur l'eau et qui pourrait permettre de sécuriser juridiquement. D'accord. Après, c'est une question à lui poser, c'est une expert. D'autres questions? Bien, est-ce que nous arrivons jeudi? Vendredi soir, il y a le lancement départemental du Téléthon. Donc, cette année, la coordination départementale a désigné, proposé avec le tour de l'accueillir. Donc, en fait, derrière, c'est la commune de Lubersac qui avait le lancement l'année dernière. Donc, il y aura une transmission de la flamme. Alors, c'est pas le budget de la flamme olympique, hein, mais ils viennent en vélo de Lubersac pour nous transmettre la flamme. Et il y aura l'animation le vendredi soir qui suivra l'espace d'entour. Donc, c'est une animation multi-raquette faite par 3 clubs sportif, le tennis club d'Égleton, le tennis de table d'Égletonné et le badminton, raquette de l'RBE d'Égletonné. Donc ils vont s'amuser dans l'espace d'Ortano de manière ludique, après les animations courantes du Téléthon, notamment samedi, plus la destination des enfants avec des sculptures gonflables et un goûter par l'école maternelle et la participation de l'espace jeune également. Donc, vous avez l'occasion, vous pouvez passer avec plaisir.
et un bœuf bourguignon le vendredi soir. Et une possibilité de restauration également le vendredi soir. Et le jus de pomme le dimanche. Et la pelote. Voilà, je vais toujours passer à chaque soir. Le samedi soir. Demain après-midi, si vous êtes gourmand, vous pouvez aller à l'école parce que les résidents et puis les cuisiniers ont fait des brioches. C'est vrai. Au profit du Téléthon. Moi, les deux coubis, c'est toujours les deux plus proches de moi en fait. Vous les faites. Non, c'est pas du crème, des brioches. Donc, le conseil municipal, en fait, d'accord, il y a combien? À quelle heure? 10 heures.